Bonjour, je parle au 4e du collège Sainte-Marthe de Tarascon. Je suis Émilie Villers, chercheuse en biologie marine. Et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées il y a quelques temps en vidéo. Alors, j'ai regroupé un petit peu ces questions parce qu'il y en avait beaucoup. Et on va parler tout d'abord du métier de chercheur. J'ai des questions pour Émilie. La première, c'est pourquoi avez-vous choisi la biologie marine? Ensuite, quelles études avez-vous fait? Petite, est-ce que le métier de chercheuse vous intéressait? Avez-vous eu envie d'exercer ce métier depuis votre enfance ou est-ce que par d'autres raisons? Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? C'est au fil de mes études que j'ai voulu être biologiste marine. En fait, quand j'avais votre âge, moi, je voulais surtout faire des nouveaux Mars. Donc, je me suis orientée au fur et à mesure vers l'agronomie, l'agroalimentaire. Donc, j'ai fait une première S et une terminale S. Ensuite, je suis partie dans une fac de biologie et d'agronomie. Et puis, pendant les études à l'université, j'ai fait un stage en fait dans un laboratoire de recherche qui faisait de la génétique. Et ça m'a complètement passionnée. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais être généticienne. Donc j'ai fini mes études en faisant une spécialisation en génétique. Et après, j'ai continué en faisant une thèse. Donc là, on arrivait à un bac+8. Mais j'étais toujours dans l'agronomie. Je travaillais sur les eucalyptus. Et donc du coup, après ma thèse, j'avais envie d'apprendre une nouvelle discipline, c'était l'informatique appliquée à la biologie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait un métier, mais c'était plutôt sur la biologie marine. Et j'ai trouvé ça fascinant, donc je suis restée à travailler en biologie marine. Mais c'est comme ça que j'ai atterri en biologie marine, en fait, un peu par hasard. Ce métier pour vous est une passion ou une conviction ou bien une obligation? Est-ce que c'est un métier compliqué? Et est-ce que votre travail est difficile parfois, si parfois c'est compliqué de faire certaines choses ou etc. Et aimez-vous votre métier et pourquoi? Alors oui, j'adore mon métier pour plein de raisons. C'est que, en fait, ce pourquoi j'aime le plus mon métier, c'est que tous les jours j'apprends des nouvelles choses. Aucune journée ne se ressemble. C'est absolument incroyable en fait d'apprendre tous les jours et en plus d'être payé pour ça. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et est-ce que c'est une passion? Ben oui, c'est une passion. Vraiment, essayer de déchiffrer ce qui se passe dans les océans, c'est une réelle passion. Et est-ce que c'est une conviction? Eh ben oui, c'est pas facile d'avoir cette conviction tous les jours, de se dire que on fait des choses qui vont apporter au monde, apporter à la Terre. Mais je me dis que c'est quand même important de chercher, de continuer à chercher et de comprendre notre monde, le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est aussi une conviction. Et est-ce que c'est une obligation? Bah non, c'est pas vraiment obligé d'être chercheur. C'est plutôt, moi, c'est vraiment un grand plaisir tous les matins de faire ce métier. Est-ce que c'est difficile? Eh ben, il y a des choses qui sont difficiles. C'est un métier où aussi, presque quotidiennement, on se remet en question. On se dit que peut-être qu'on a dit des choses fausses. Et ça, c'est pas facile tous les jours, en fait. De se dire que peut-être qu'on a tort, de se remettre tout le temps en question. Des fois, c'est un petit peu fatigant. On aimerait juste que ce soit simple. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre travail dans des pays lointains ou même par exemple près de chez nous? Comment se passent les voyages? Comment s'organisent les expéditions? Et avec quels moyens de financement vous faites ces expéditions? Alors, est-ce que je voyage? Je voyage régulièrement pour mon métier, je dirais à peu près une fois par an, pour deux types de choses. En fait, la première, c'est je voyage pour aller échantillonner. Donc en général, je pars en bateau, on prélève de l'eau et on l'analyse ensuite soit sur le bateau, soit au laboratoire. Et la deuxième type d'événement qui me pousse à voyager, c'est les séminaires. Une fois par an à peu près, certains chercheurs partent plus. On se retrouve avec des chercheurs de la même discipline que moi, donc beaucoup de biologistes marins, dans des endroits des fois
absolument exceptionnelles. Je suis partie en congrès par exemple au Brésil, c'était génial. Et chacun expose ses derniers travaux et ça permet de faire circuler la connaissance. Donc voilà les 2 grands types de voyages que je fais pour mon métier. Alors, combien de recherches j'ai fait dans des pays différents? Donc moi, je suis partie travailler assez jeune au Liban. Ça, je travaillais sur les cèdres du Liban, c'était génial. Ensuite, je suis partie à La Réunion, je travaillais sur le manioc. Puis au Congo, sur les eucalyptus. Et puis finalement, j'ai fini ma carrière plutôt à Marseille et je pense que je vais rester ici. Et pour les expéditions, alors c'est pareil, il y a un peu 2 types d'expéditions différents. Il y a des expéditions qui sont organisées plutôt par l'État en fait. Donc on part sur des gros bateaux qui sont très très grands, où il y a à peu près 120-150 personnes. Et ces bateaux, donc il y a des marins, des scientifiques, et donc ça c'est payé c'est subventionné quand même principalement par l'État. Et puis il y a des petites expéditions, beaucoup plus petites, sur des petits bateaux, comme Tara Océan, donc c'est l'expédition sur laquelle je travaille principalement, où là on est à 15 sur le bateau, et souvent, pour Tara Océan en tout cas, c'est payé plutôt par des mécènes privés, donc l'armatrice du bateau qui s'appelle Tara, c'est Agnès B. Peut-être que vous la connaissez, elle fait des produits de beauté et de la mode. Et c'est elle qui nous met à disposition le bateau et les marins pour qu'on puisse aller faire de la recherche scientifique à bord. Être scientifique consiste à faire quoi? Comment se déroule une journée dans le métier de chercheur ou de chercheuse? Alors le métier de scientifique, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est plutôt des grandes périodes type. C'est-à-dire qu'un projet de recherche, on va commencer le plus souvent en faisant soit une expérience, soit un échantillonnage. Donc là, on est vraiment sur le terrain. Et puis ensuite, on va aller souvent au labo pour analyser ce qu'on a prélevé, faire des mesures avec des appareils plus ou moins sophistiqués. Une fois qu'on a ces résultats-là, donc ça va être des tableaux chiffrés, un peu comme des tableaux Excel ou des choses comme ça. Là, on passe derrière l'ordinateur, on analyse, on fait des calculs sur les mesures qu'on a réalisées, certaines choses. On dessine des figures pour essayer d'interpréter ces résultats. Et une fois qu'on a récupéré ces figures-là ou analysé ces tableaux, fait des statistiques, on essaye de comprendre ce qu'on a pu observer. Et en général, après ça, on écrit ce qu'on appelle des articles qui ont une forme très particulière, où on explique quelle expérience on a fait, quels résultats on a obtenus et quelles conclusions on donne de ces résultats-là. Donc, en fait, ça, moi, je ne fais pas ça dans une journée. Dans une journée, je vais soit travailler sur le prélèvement, soit travailler sur l'analyse de données, être derrière mon ordinateur, faire des calculs, etc. Soit écrire l'article. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Je peux faire... en général, je fais une chose à un temps donné. Mais si en janvier, je travaille sur les analyses de résultats, peut-être en mars, je travaillerai plus sur l'écriture d'articles. Avez-vous fait de grandes découvertes? Quelle action vous faites pour notre environnement? Faites-vous des actions pour lutter contre le réchauffement climatique? Quels travaux de recherche menez-vous en ce moment? Je finis une étude et j'en commence une autre. Donc je suis en train de finir du coup un article sur le mercure et je commence une nouvelle étude sur la circulation du plancton au pôle Nord. Donc je vais vous en dire un petit peu plus après parce que vous m'avez demandé si j'avais fait des grandes découvertes. Et bien la dernière découverte que j'ai faite, ça parle du mercure. Alors accrochez-vous parce que ça va être un petit peu compliqué. Le mercure, c'est un élément qui est toxique surtout pour l'homme parce que on le retrouve dans le poisson et il se fixe dans les chairs du poisson et donc quand on mange du poisson, on peut être un petit peu intoxiqué par le mercure. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tellement comment il arrive dans le poisson. On ne savait pas en fait avant ma découverte.
On savait qu'il y avait des bactéries qui étaient dans le fond des océans qui transformaient un mercure non toxique en mercure toxique, mais on ne savait pas trop comment ça arrivait dans le poisson. On pensait que ça remontait ou on ne savait pas trop comment. Et en fait, dernièrement, donc c'était un chercheur spécialiste du mercure qui est venu me voir en me disant « Émilie, je voudrais tester une hypothèse de savoir si ce ne serait pas le plancton qui est au milieu de l'océan, donc dans la colonne d'eau, qui transforme ce mercure inerte en mercure toxique. » Et donc on est allé chercher les gènes qu'on connaît qui peuvent transformer ce mercure, et on s'est rendu compte que le plancton, il transformait en fait effectivement au milieu de la colonne d'eau ce mercure inerte en mercure toxique. Le plancton ensuite est mangé par les poissons et nous on mange le poisson derrière. Donc voilà ma dernière découverte. C'est important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux appréhender, c'est-à-dire se dire ah ben tiens, dans 50 ans si on continue à relâcher du mercure comme ça, il va y avoir un gros problème d'intoxication au mercure. Combien de temps mettez-vous pour aboutir à vos recherches ? Alors, les articles, en général, je mets entre 1 an et demi, 2 ans à les publier, donc en partant de l'échantillonnage jusqu'à l'acceptation dans un journal, parce qu'il y a des gens qui relisent mon article pour dire « Ah oui, ça va, c'est correct, elle a fait de la bonne science » ou me demander des corrections. Mais après, j'imagine que ça va plus loin, votre question, c'est-à-dire mes recherches, quand est-ce qu'elles vont servir vraiment dans la vie de tous les jours ? Et bien ça, c'est un petit peu difficile à vous répondre parce que moi, je fais de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre certains mécanismes et on ne sait pas toujours si ça va aboutir à une invention ou quelque chose de particulier. Sur certaines thématiques, comme quand je travaillais en agronomie, il y avait plus d'applications, c'est-à-dire que mes recherches aboutissaient à produire en fait des arbres qui étaient très productifs. Mais par contre, en biologie marine, là, on est plus dans la découverte, on est plus dans l'explication de qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui se passe dans les océans, et il y a un petit peu moins d'applications. Travaillez-vous en équipe ou seul ? Vous préférez travailler sur le terrain ou devant votre ordinateur dans votre bureau ? Alors, moi, c'est un peu exceptionnel. En général, tous mes collègues, eux, ils préfèrent faire du terrain, être sur les bateaux, être dans les champs ou même du laboratoire. Et moi, c'est un peu curieux, mais c'est une exception. Je préfère être à mon bureau. J'aime bien coder. Je trouve que c'est assez ludique, en fait. Je vous enjoins à essayer de coder par vous-même, d'essayer de programmer, c'est vraiment très rigolo. J'aime bien coder, voilà pourquoi je préfère être à mon bureau, je suis tranquille, je bois mon petit café, personne ne m'embête, j'ai pas besoin de penser à grand chose, donc je trouve que c'est agréable. Et est-ce que je travaille en équipe ou seule ? En fait, la journée, en général, je travaille seule. Je suis vraiment toute seule derrière mon ordinateur. Mais par contre, il y a toujours un moment dans la journée ou au moins dans la semaine où on fait une réunion, où je discute avec mes collègues en leur disant « Voilà, regardez, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je ne comprends pas quelque chose, qu'est-ce que tu peux me dire ?» En fait, je travaille beaucoup avec des spécialistes d'autres domaines. Comme je parlais tout à l'heure du mercure, moi je ne suis pas du tout spécialiste du mercure. Je travaillais avec un chercheur et je lui disais « Regarde, j'ai trouvé ce résultat, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable parce qu'on est toujours amené à discuter avec des gens qui nous apprennent plein de choses. Quelles solutions peut-on adopter pour diminuer le réchauffement climatique ? Croyez-vous à une modification majeure de la biodiversité mondiale ou des changements ciblés mais qui n'auraient pas d'effets mondiaux ? Combien d'espèces peuvent disparaître si la fonte des glaciers aboutisse ? Êtes-vous optimiste pour l'évolution du réchauffement climatique ? Mon avis sur le réchauffement climatique, je suis assez optimiste en fait. Je pense que les jeunes générations sont très impliquées, tout le monde commence à être vraiment au courant du réchauffement climatique et tout le monde veut faire des efforts pour lutter contre. On voit les manifestations du vendredi des jeunes lycéens dans les rues qui se bougent
pour lutter contre le réchauffement climatique, pour inciter les politiques à adopter des lois en fait, pour contrer ce réchauffement climatique. Donc moi, la force des jeunes générations me rend optimiste par rapport au réchauffement climatique. Les conséquences sur la biodiversité, en fait, est-ce que j'ai fait des observations ? Et vous en parlerez peut-être avec vos parents. Moi, je m'en rappelle déjà, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent quand on prenait l'autoroute avant, quand on était jeune, le pare-brise était jonché d'insectes. Il fallait faire des pauses pour le nettoyer, etc. En l'occurrence, en ce moment, moi, c'est pas trop le cas. Je fais un trajet Marseille-Lyon, je m'arrête pas pour nettoyer mon pare-brise. Donc ça, c'est des observations que tout le monde peut faire sur la biodiversité et la réduction de la biodiversité. On parle beaucoup des grandes espèces phares qui risquent de disparaître, les fauves, les ours polaires. C'est vrai que c'est important de communiquer sur ces grandes espèces parce qu'elles sont emblématiques, mais il faut surtout penser aux espèces qui ont un rôle écologique très important, comme les insectes, le plancton ou les arbres forestiers, qui ont vraiment soit des rôles de pollinisateurs pour les insectes, qui est très très important pour la production végétale. Pour ce qui concerne les forêts et le plancton, cette diversité-là, elle est très importante pour capter le CO2 et fournir de l'oxygène. Donc pour moi, il ne faut pas oublier les espèces un petit peu cachées auxquelles on ne pense pas forcément. Et comment on calcule le réchauffement climatique ? Donc le réchauffement climatique, en fait, c'est surtout une augmentation de l'énergie qui est un peu coincée dans l'atmosphère terrestre. Il peut y avoir des causes qui sont naturelles, typiquement des petits changements de l'orbite terrestre, à cause aussi des éruptions volcaniques ou des variations en fait, dans la puissance solaire. Mais on en parle surtout parce qu'il y a une des grandes causes, c'est une partie qui est due à l'homme et c'est notamment lié à une augmentation des gaz à effet de serre qui sont piégés dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre d'origine humaine, en fait, ils sont liés à une forte consommation d'énergie fossile, comme le pétrole par exemple. Ils sont aussi liés à un déboisement, c'est-à-dire que les arbres, ce sont des pièges à carbone, donc des pièges à gaz à effet de serre. Et si on les coupe, du coup, ils ne vont plus capter le carbone pour fournir de l'oxygène, puisqu'ils ne seront plus là. Donc le déboisement, c'est aussi une cause de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et enfin, une troisième cause d'augmentation d'origine humaine, c'est l'intensification de l'élevage. En fait, les animaux, ils relâchent des gaz à effet de serre comme le méthane et ça contribue encore au réchauffement climatique. Alors, comment on calcule le réchauffement climatique ? En fait, depuis 1850, on a des relevés de température, mais avant, les thermomètres n'existaient pas. Donc, du coup, pour savoir quelle température il faisait avant 1850, on utilise des estimations à travers des éléments qui existaient déjà. Typiquement, on peut utiliser les cernes des arbres parce que les cernes des arbres seront plus ou moins épaisses en fonction de l'intensité des étés. Et on peut aussi utiliser par exemple des carottes de glace où à l'aide des molécules chimiques qui sont coincées à l'intérieur, on peut estimer quelle température il faisait. Est-ce que les côtes peuvent être inondées à cause du réchauffement climatique ? Ça risque d'être une véritable catastrophe dans les années à venir qui risque de provoquer en fait des migrations, les premières migrations climatiques. Pour ça, moi en tant que chercheur, j'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment alerter les politiques sur ces problématiques-là et sur ce que ça va engendrer en fait la montée des eaux. Pensez-vous qu'il est possible de sauver la Terre à cause du RC ou serons-nous obligés de nous tourner vers la conquête interspatiale ? Je pense que d'abord, il faut essayer de préserver au mieux notre planète avant d'aller en polluer d'autres. Êtes-vous d'accord avec la théorie de Stephen Hawking qui croit à l'impossibilité de sauver la Terre ou pensez-vous que même avec le retrait des US de l'accord de Paris, est encore possible de stopper la pollution ? Moi, je pense plutôt qu'on passe d'un équilibre à un autre équilibre. C'est-à-dire que pour l'instant, on est fortement en déséquilibre à cause des gaz à effet de serre et de la pollution.
Mais j'ai bon espoir en fait qu'on retrouve un autre équilibre. Alors certes, on ne reviendra pas à la terre que nos parents, nos grands-parents ont connu, de l'écosystème terre tel qu'ils les ont connus, mais j'espère beaucoup qu'on arrivera à un nouvel équilibre où tout le monde aura sa place sur Terre en fait. Voilà. Croyez-vous au projet d'Elon Musk de rejoindre Mars avant 2025 ? Donc j'ai posé la question à un copain qui est physicien et il m'a dit « Ah non, je crois qu'elles ont un problème avec leur propulseur, ça sera plutôt en 2026 ». Non, je blague évidemment. Je ne sais pas du tout s'il va arriver à atteindre Mars avant 2025. Mais par contre, je crois que c'est important d'être inspiré en fait par des pionniers comme Elon Musk qui nous donnent envie de rêver, qui nous font projeter à des choses qui sont peut-être très ambitieuses, mais c'est ce qui donne l'envie de faire les premiers pas pour innover. Donc je pense que ce genre de personnes comme Elon Musk est vraiment important pour nous, pas seulement que pour les chercheurs, pour nous motiver à aller de l'avant et à être enthousiastes en fait vers le progrès. Et voilà, c'est la fin de mes réponses à vos questions. J'ai été super contente de vous rencontrer à Tarascon pour la projection des films et j'espère que ça vous aura donné envie d'étudier les sciences et pourquoi pas de devenir à votre tour scientifique. Donc, les questions pour les cinéastes. Combien de temps en moyenne de rush il faut pour faire une vidéo ? Et combien d'années d'études il faut pour devenir cinéaste ? Comment vous sont venues vos idées pour ce film ou ce court-métrage ? Pourquoi sur ce sujet-là ? Quelles études faut-il faire ? Et dans quel établissement les avez-vous faites ? Donc voilà, présente une petite histoire des changements climatiques. Alors, bonjour, je vais répondre à vos questions. Donc la première, c'était sur combien de rushs nous disposons pour faire un film comme le réchauffement climatique, la petite histoire du réchauffement climatique. C'était il y a bien longtemps, tout au début donc l'humain sait qu'après l'hiver viendra le printemps, puis l'été, et prévoyant, il commence à tricoter. Eh bien écoutez, il n'y a aucune rush pour ce film, tout simplement parce que c'est un film qui a été fait sans caméra. Et un film sans caméra, c'est un film souvent en animation. Et il se trouve que en animation, on a très peu de rush parce que le processus de fabrication d'un film en animation vous interdit en fait d'avoir des rushs parce qu'il est très très structuré. On commence par un storyboard. Le storyboard ensuite se transforme en animatique. Donc l'animatique, c'est la succession en fait, des images qui sont sur le storyboard sur une ligne de temps, ce qu'on appelle une timeline, certainement dans les logiciels dont vous utilisez maintenant. Et une fois que ce processus-là il est validé, des fois qu'on est content de l'animatique, et ben on passe à l'étape suivante qui est l'animation. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rush en fait en animation. Ça peut arriver qu'il y ait des séquences qui aillent à la poubelle, mais ça prend tellement de temps en fait, de faire de l'animation que le mettre à la poubelle, ça coûte de l'argent et généralement le producteur, il n'est pas content. Effectivement, en 450 000 ans, on compte en alternance une glaciation, un réchauffement, une glaciation, un réchauffement, une glaciation, un réchauffement. Bref, 7 grands changements climatiques en tout. Voilà. Et la deuxième question, c'est combien d'années faut-il pour devenir cinéaste ? J'ai envie de vous dire... c'est le travail de toute une vie, quoi. Non, mais, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 5 ans d'études supérieures après le bac, c'était 2 ans aux Beaux-Arts, et puis 3 ans en option spécialisée sur, ça s'appelait les images composites à l'époque. Et voilà, donc maintenant, il y a plein d'autres écoles qui ont des cursus comme ça, généralement, ça peut être même assez long. En tous les cas, dans mon domaine, dans celui qui est de l'animation. Et voilà. Donc je sais qu'il y en a différentes en France. Maintenant, il y a l'MK, il y a la Poudrière à Valence, qui est une très bonne école. Il y a Émile Cole à Lyon. Enfin, il y en a pas mal en fait dans ce domaine-là. Voilà. Regardons-là 10 000 ans en arrière. À cette époque, le Glyptodon crève de chaud. Les glaces fondent, les océans montent de 35 mètres, et du coup, l'Angleterre se transforme en île.
Alors, les idées pour ce film, en fait, sur les petites histoires du changement climatique. Ça rentre dans une collection où il y avait plusieurs autres films avec des sujets très variés. En fait, c'est un mode d'écriture qui permettait d'aborder de façon un petit peu encyclopédique tous les sujets qu'on avait envie d'aborder. Ça aurait pu être. Bon, on en a fait plein. On a fait sur les petites histoires de Cannes, les petites histoires du Festival de Cannes. On a fait la petite histoire de Robert De Niro, la petite histoire de Tim Burton. Vous voyez, on a fait plein. On en a fait pas mal et qui sont dans le même registre d'écriture. Donc, ce registre d'écriture, c'est quoi? Eh ben, comment ça se passe? C'est très simple. On travaille un texte, et donc là, c'était avec Anne Jaffronou. On travaille un texte qui ensuite est illustré par des petits dessins. Et ces petits dessins souvent rebondissent sur ce que dit le texte. Un peu sous la forme d'un rébus amélioré. Et c'est un petit peu comme ça que ce film est construit. 677 ans plus tard, hop, un petit âge glaciaire. Même pour le roi Soleil, il fait moins 20 degrés et les fontaines gèlent à Versailles. Et pour la petite histoire, à Londres, on patine sur la Tamise. Voilà, et la question suivante, moi j'ai déjà répondu, non? En fait, c'était celle d'avant, là, sur les histoires des études. Hein. Je pense que, voilà, donc moi j'ai été aux Beaux-Arts à Poitiers, et j'ai passé 4 ans là-bas, et une année, en fait, dans la chaîne de télévision, avant que ça s'appelait Arte, s'appelait La 7. Ma dernière année en fait d'études, je l'ai passée dans cette chaîne de télévision où je faisais des habillages, c'est-à-dire des petits modules qui étaient entre les programmes, qui étaient souvent d'ailleurs en animation ou aussi en tournage, fait en tournage. Voilà. Et ben merci pour vos questions. Alors, question, comment s'adapter? Il semblerait que mettre la clim à fond ne soit pas une solution. Alors, et en guise de conclusion, disons que mieux vaut préparer sa petite laine en prévision de la prochaine glaciation. Ben voilà, c'est pas la fin du monde, enfin là c'est la fin. Bonjour, je suis Lou et je suis une élève de 4e B et j'étudie au collège Sainte-Marthe. J'ai quelques questions pour la réalisatrice de Planète A. Donc, combien de temps cela vous a pris et avec quelle caméra? Pour le court-métrage Planète A, combien de temps avez-vous mis pour réaliser ce film? Donc je voudrais poser une question pour la réalisatrice de Planète A. Est-ce que les techniques employées sont difficiles à réaliser? Bonjour, merci pour vos questions. Alors, combien de temps j'ai pris pour réaliser ce film Planète A? Alors, je l'ai fait dans le cadre de mes études. Je l'ai mis, disons, 1 an pour le faire, avec 2-3 mois d'écriture, puisque j'étais à l'école. Il fallait aussi suivre des cours, donc je n'écrivais pas non plus tous les jours. Mais voilà, c'était à peu près 2-3 mois d'écriture, plus la validation du projet. Et après, j'étais en production de janvier en mai, donc 5 mois. Et puis voilà, ce qui veut dire tournage, post-production, trucage, musique, son. Et je l'ai fini fin mai. Donc voilà, disons à peu près 1 an avec, avant l'écriture, 2 mois sans être à plein temps, d'essais. Voilà, j'essayais de faire pousser les cristaux de sel chez moi, voir combien de temps ça prenait. J'allais voir un spécialiste pour demander des conseils. Alors, combien de temps en moyenne de rush pour faire une vidéo? Ça dépend de films, ça dépend des rushs. Les rushs peuvent être de 3 secondes à 10 minutes, voire 1 heure. Si on veut
faire exploser un mur, bah, le rush va durer 10 secondes. Tandis que si on interviewe ses grands-parents pour parler de la guerre, bah, ça peut prendre 1 heure et demie. Donc voilà, les rushs peuvent varier en fonction du sujet qu'on filme. Alors, combien d'années d'études? Ça dépend de gens, il n'y a pas de règle. Il y a des cinéastes qui ne font pas d'études, il y a d'autres qui font des études même très longues. Pour exemple, Kurosawa Akira, un des plus grands réalisateurs japonais, a juste un certificat d'école, c'est-à-dire un lycée. Voilà. Après, il a travaillé tout de suite dans le monde du cinéma. Après, en France, il y a des écoles de cinéma comme la FEMIS, Louis Lumière, ou des écoles d'art, comme moi j'ai fait, voilà, qui font la FEMIS, il faut un bac+2 pour entrer, puis une fois qu'on est dedans, il y a 3 ans d'études. Voilà, donc ça fait un bac+5. Après, il y a des gens qui font 2 années d'études et qui commencent à faire des films. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction de la maturité de la personne, je dirais. Alors, comment sont venues les idées? Pour Planète A, j'ai cultivé des cristaux de sel chez moi, c'est-à-dire que j'avais de l'eau salée et j'avais mis une corde dedans et j'observais le phénomène de cristallisation qui apparaissait autour de la corde et j'ai voulu filmer ce phénomène en utilisant la technique de time-lapse. C'est une technique pour regarder quelque chose dans le temps. Voilà, c'était en faisant cette petite expérience chez moi que j'ai voulu faire le film. Alors pourquoi sur ce sujet, le sujet du sel et de la science-fiction? C'est parce que je voulais donc filmer l'évolution de la cristallisation du sel et pour ça je voulais pas faire un film scientifique dans le sens où j'observe et je montre juste l'évolution, mais je voulais détourner cette image de cristaux de sel qui évoluent, comme si c'était des arbres qui poussent dans une planète imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire de science-fiction où on arrive sur une planète salée où il y a des arbres de cristaux qui poussent et qui grandissent. Alors, quelles études j'ai fait? J'ai fait les études des beaux-arts. Donc, j'ai commencé par faire de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la performance, des vidéos d'art. Et après, je me suis plus focalisée sur la fabrication de films en tant que cinéma. J'ai été formée à l'école d'art à San Francisco aussi, où j'ai fait mes études, une partie là-bas. Après, j'ai fait une étude supérieure, donc après les beaux-arts, qui s'appelle le Fresnoy. C'est entre études et application en tant que jeune artiste, hein, disons. Donc ça m'a fait un bac+5, +2, donc un bac+7. C'est beaucoup d'études. Comment vous êtes-vous organisé pour prendre des photos en continu toutes les 2 heures? Bonjour, je m'appelle Élise Offray, je suis la réalisatrice du film Illustration Compostage qui vous a été projeté. Donc pour répondre à vos questions, la première question étant comment vous êtes-vous organisé pour prendre des photos en continu toutes les 2 heures? Comment on s'est organisé? En fait, on aurait pu automatiser l'appareil photo, les lumières et tout pour que y ait une capture d'image toutes les 2 heures. Seulement, nous, on devait garder ce qu'on appelle un tapis d'humidification, c'est un peu comme un couvercle, sur le bac avec les lombriques pour garder
l'humidité pour que les lombrics se sentent bien, et garder l'obscurité aussi parce que les lombrics ne supportent pas la lumière. Du coup, on était obligé avant chaque photo de relever ce tapis et après chaque photo de le remettre. Et il n'y avait pas moyen d'automatiser ce geste. C'est pour ça qu'on l'a fait nous-mêmes en travaillant la journée et l'autre la nuit. On était 2 sur ce projet, à mener ce projet. Pour Élise Offray, combien de temps faut-il pour tourner l'illustration, le compostage? Et bah, comme c'est écrit en haut à gauche de la vidéo, je ne sais pas quelle version vous avez, mais normalement c'est écrit 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Combien de temps de rush en moyenne? Alors nous, on n'a pas travaillé, en fait on n'a pas filmé, on a pris des photos de l'installation. Ce qui fait que ce qu'on a fabriqué, c'est un time-lapse, c'est-à-dire qu'on prend plein de photos et après on les importe dans un logiciel de montage, on les met bout à bout pour créer une vidéo. Voilà, donc on n'a pas à proprement parler ce qui s'appelle des rushs, c'est des longues séances filmées dans lesquelles on vient piocher des morceaux pour faire un montage. Là, on a utilisé quasiment toutes nos photos et on les a mis bout à bout et ça a créé une vidéo. Alors, quelles études j'ai fait? Combien d'années? Moi, j'ai pas fait d'études pour devenir cinéaste. J'ai pas fait une école de vidéo. J'ai fait une formation artistique dans une école à Paris qui s'appelle Olivier de Serres, puis à l'ENSCI. Mais voilà, après, ça m'empêche pas d'aimer et d'avoir envie de pratiquer la vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de faire des films soi-même. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une école spécialisée en vidéo pour s'essayer à cet outil-là et découvrir. Alors, comment j'ai eu l'idée de ce film? C'est assez simple. En fait, j'avais juste envie de filmer, de montrer le phénomène du compostage, qui est difficilement visible parce que déjà, il se passe dans l'obscurité et en plus, il se passe sur une très longue période, 2, 3, 4, 6 mois. Et voilà, donc j'avais envie de montrer ce phénomène du compostage. Alors pourquoi sur ce sujet? C'est parce que justement, je me suis dit qu'en montrant le phénomène du compostage, et si les gens le trouvaient beau comme moi, il y avait des chances pour qu'ils se mettent à faire du compostage. Le but, c'était vraiment de leur donner envie de faire du compostage eux-mêmes et donc de réduire leurs déchets. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le film C'est pas grave? Les acteurs, actrices ont joué bénévolement. Vous êtes à Paris ou c'est un décor?
Comment l'idée vous est-il venue pour tourner un film comme celui-ci et le dialogue? Comment avez-vous eu l'autorisation de filmer dans un musée? À l'époque, je travaillais au Musée national d'histoire naturelle de Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution, au Jardin des Plantes. Et j'étais régisseur audiovisuel. Et là, il y avait plusieurs salles thématiques, on va dire. Et la salle que je préférais, c'est bien sûr la salle des espèces disparues. Voilà. C'est ici. On va tout près que tu vois ça. La salle des espèces disparues. Il fait sombre ici. D'où l'idée de vouloir construire un scénario autour de ce sujet très sensible. Pour les autorisations, j'ai fait lire le scénario au conservateur du musée et il a adoré, il a aimé, donc il m'a donné l'autorisation de tourner dans la salle ainsi que dans le jardin des plantes. Donc le musée est fermé le mardi au public, donc j'ai pu profiter de cette journée-là pour faire toutes les scènes avec les comédiens dans la salle des espèces disparues. On aurait mieux fait d'aller au cinéma. Je t'ai mis dans cette salle pour que tu prennes conscience que l'homme fait énormément de dégâts envers la nature. Faut que tu saches que des centaines d'espèces de mammifères, de poissons, d'oiseaux, de plantes ont totalement disparu à cause de nous. Et ça continue. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Donc les acteurs, oui, ils ont travaillé avec nous bénévolement. C'était un film à petit budget, donc on a privilégié bien sûr la location de matériel, éclairage et caméra. Et voilà, donc c'était vraiment très sympa. J'étais vraiment très content d'avoir travaillé avec ces deux acteurs. Et on garde contact maintenant et on reste toujours amis, bien sûr. Regarde-le. Regarde. Est-ce que tu trouves un grain, ne serait-ce qu'un seul grain d'agressivité dans ce petit regard? Non. Non, mais attention. Là, il est empaillé. Eh bien écoute, si on continue comme ça, la moitié des espèces animales de la planète seront empaillées, comme tu dis. Oh, mais c'est pas grave, tant que c'est pas nous. Voilà, arrête, c'est pas grave. Donc tous les décors sont naturels, que ce soit dans la salle des espèces disparues ou au jardin des plantes, même pour la scène finale, au café, c'était une brasserie en fait qui se situe à côté justement du musée. T'as pas une petite faim, toi? Si. Bon, alors je vais t'emmener dans une brasserie. Tu vas m'en dire des nouvelles. Hein? Allez, on y va? On y va. Allez. Donc j'avais envie d'écrire un film sur ce thème-là, mais pas sous forme de documentaire ni de film dramatique où on pleure tout le temps. Donc j'avais l'idée de diriger le scénario vers la bêtise humaine. Et justement, on voit, par exemple dans ce film, vous l'avez vu, la fille qui est à la limite extrême dans ses dires, parce qu'elle ne parle que de ça. En même temps, on n'a pas tort, bien sûr. Mais voilà, c'était donné à côté, sur la chute, peut-être dire que voilà, les gens sont tout à fait d'accord avec toutes les formes d'écologie ou autres sujets, mais dès qu'on touche un petit peu à leur confort ou des choses comme ça, là, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de... On fonce, quoi. J'appelle ça la bêtise. Bon, il ne faut pas généraliser, bien sûr, mais j'ai voulu donner cette direction pour que finalement, à la fin, on rit, mais on rit jaune.
comme je le disais, au muséum, le mardi, la journée du mardi est fermée au public. Donc on a profité de cette journée-là pour tourner toutes les scènes dans la salle des espèces disparues. Sachant qu'on avait répété, bien sûr, avant les dialogues avec les comédiens, pour ne pas perdre de temps sur place. Parce qu'on avait quand même une seule journée donc, pour faire toutes les scènes du musée, à l'intérieur du musée. Ensuite, nous avons pris une autre journée pour tourner toutes les scènes extérieures, c'est-à-dire au Jardin des Plantes. Et après, une petite journée aussi, une autre journée aussi, où nous avons tourné la scène au café, dans le café La Brasserie. 2 steaks de baleine. Merci. Dis-moi, c'est juste une question comme ça. Hein. Par hasard, elle serait pas en voie de disparition, ta baleine? Eh, ça va, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle a été pêchée, oui ou non? Alors, qu'on en mange ou qu'on n'en mange pas, c'est du pareil au même. Et puis alors, je vais te dire un bon truc, mange-en avant que ça disparaisse. Le nombre de rush dépend du nombre de prises. Ça peut être, bon, si les comédiens jouent bien, on n'a pas besoin de faire plusieurs prises. Hein. C'est le réalisateur qui décide, bien sûr, mais bon, s'il est satisfait des scènes, des premières scènes, il n'y a pas besoin de les recommencer. Pour ma part, moi, j'en fais toujours 2. Même si je suis satisfait de la première, j'en fais toujours 2. C'est la scène de sécurité, j'appelle ça, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir peut-être un petit problème technique ou des choses comme ça. On a toujours une sécurité quand même derrière. Pour ma part, je n'ai pas fait de grandes écoles de cinéma. J'ai juste fait de stages pour approfondir mes connaissances. Ça a toujours été une passion, la vidéo. Mais mon métier, au départ, j'étais créateur de lumière. Donc je travaillais dans le spectacle et je faisais des lumières pour des pièces de théâtre et des opéras. Je crois que t'as raison. Depuis que j'ai vu ça, j'ai honte. Bah tiens. T'inquiète pas, c'est normal. Excuse-moi pour tout à l'heure, je me suis un petit peu emportée, mais... Non, c'est pas grave. Alors, arrête avec ton c'est pas grave.